C'est maintenant cette conférence originale sur Paul Landowski que nous devons à l'amabilité de Madame Chloé Théot, jeune conservateur du patrimoine qui auparavant avait soutenu un doctorat sur les années 30 et qui s'est particulièrement intéressé à Paul Landowski, qui a, plus que vous l'imaginez, orné nos places. Je lui cède tout de suite la parole. Alors, je vous remercie tout d'abord d'être venu. Donc, j'ai prévu une conférence assez longue, à vrai dire, entre 1h15 et 1h30. Donc, je vais peut-être faire un peu plus court pour qu'on ait plus de temps pour les questions. Donc, si vous avez des questions, gardez-les à la fin et j'y répondrai avec plaisir. Alors, comme Madame Albijas vient de vous le dire, en effet, Paul Landowski a réalisé de très nombreux monuments. Donc, je ne vous en présenterai que quelques-uns, principalement à Paris, justement pour pouvoir vous donner des idées de ce que vous pouvez voir dans l'espace public. Il a en effet, pour donner tout d'abord quelques mots introductifs, bon, je vous ai mis ces dates, tout d'abord, 1875-1961. Il a été Grand Prix de Rome de sculpture en 1900, donc assez jeune, et auteur de nombreuses commandes publiques monumentales, dont le très célèbre Christ de Rio, que je vous présenterai évidemment. Au total, il a réalisé 70 commandes dans le monde, donc vous voyez un peu le gigantisme de sa réalisation, dont une cinquantaine se trouve à Paris et à Boulogne-Billancourt. Alors pourquoi Boulogne-Billancourt ? Parce qu'il y avait sa maison et son atelier qui ont été détruits, mais en fait la famille a créé, donc rue Blondat à Boulogne, un musée Landowski donc, qui a été ouvert en 1966, donc je vous invite à y aller à l'occasion. Alors j'ai intitulé la conférence « L'art et la mémoire ». Pourquoi ? Parce que parmi ses réalisations, il a créé de très nombreux monuments aux morts. Et cela m'a semblé intéressant de voir comment il arrivait à incarner le souvenir et la mémoire dans la pierre. Donc c'est vraiment un des thèmes que j'ai particulièrement développé durant cette conférence. Bon, tout d'abord, quelques mots sur sa formation. Donc, dès 1893, donc âgé de 18 ans, il est entré à l'Académie Julian et il a suivi les cours de Jules Lefebvre. Il a également été chargé par le professeur Farabeuf de dessiner les planches d'anatomie durant les dissections du professeur. Et si je dis cela, c'est parce que c'est particulièrement important pour Landowski en ce que ça lui a donné l'occasion de vraiment maîtriser l'anatomie. C'est quelque chose de très important qu'on va retrouver tout au long de son œuvre. En 1895, il entre à l'école des Beaux-Arts où il reste jusqu'en 1900. Il a suivi les cours du sculpteur Barrias. Alors, assez jeune, il a été très marqué par la culture littéraire, notamment Flaubert, Eschyle, Plutarque et d'autres. Ses débuts ont été plutôt marqués par le symbolisme, mais très vite, il va évoluer vers le classicisme. Alors, je vous montre un exemple de David Combattant, donc de 1900, qui lui vaut justement le premier Grand Prix de Rome de sculpture, ce qui va lui permettre de passer 4 années à la Villa Médicis de Rome. Alors comme vous le voyez, bon, je vous ai mis deux vues de l'œuvre, ce qui permet de la voir un peu mieux. L'œuvre représente David qui se prépare à lancer une pierre à Goliath. Et on le voit ici, Landowski a surtout insisté sur la jeunesse et la fragilité de David. Alors comme je vous l'ai dit, donc, il passe 4 années à la Villa Médicis et ces 4 années vont le confirmer dans son option classicisante. Et à travers une thématique qu'on va retrouver aussi tout au long de son œuvre, celle du héros. Alors je vous montre une autre œuvre qu'il a réalisée alors qu'il était pensionnaire à la Villa Médicis et que vous connaissez certainement, Les Fils de Caïn, donc, qui date de 1903. Et le groupe représente, alors peut-être que vous le savez, Jabel le berger, Jubal le poète et Tubal-Caïn le forgeron. Alors qu'est-ce que Landowski représente ici ? Il représente les premiers hommes de l'humanité et tout particulièrement les auteurs des arts et des métiers. Donc on voit ici l'importance de l'inspiration mythologique dans son œuvre. Et autre point, alors très souvent, en fait, dans la conférence, je vais me baser beaucoup sur son journal. Le journal qu'il a tenu tout au long de sa carrière jusqu'à sa mort, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et je vais faire pas mal de citations parce que d'une part, la lecture de journal est assez savoureuse et ça permet d'apporter vraiment beaucoup d'éclairage sur son œuvre. Et justement, à propos des Fils de Caïn, Landowski disait vouloir traduire l'histoire de l'idée libre. Alors pourquoi je dis cela ? C'est parce que pour lui, il était très important
de traduire, l'histoire de l'idée libre, c'est de traduire un idéal, et c'est quelque chose qu'on trouve tout au long de son œuvre. Il cherche très souvent à représenter des idéaux, des grandes idées. Alors l'œuvre Les Fils de Caïn a été acquise par l'État pour l'aménagement des squares du Carrousel du Louvre. Et en fait, juste une parenthèse, elle a été endommagée durant les combats de la Libération et restaurée en 1947. Alors, lors de son séjour à Rome, donc à la Villa Médicis, il va avoir l'occasion de voyager dans les pays du Sud et notamment en Tunisie. Il va rapporter plusieurs bronzes. Alors, je vous en montre juste un, mais il y en a eu vraiment beaucoup. Donc, je vous montre le voleur d'orange qui date de 1903. Il y a aussi eu le fakir et tout un ensemble d'autres œuvres. Et je vous montre également Soun, danseuse sacrée. Pourquoi ? Parce qu'on voit là l'intérêt qu'il commence à développer de manière assez prégnante pour le corps, et notamment le corps en mouvement. Alors là, c'est vraiment pour le plaisir que je vous montre ce dessin, les danseurs. Ce que je trouve vraiment très très beau. Alors vous verrez aussi, à chaque fois j'ai mis la provenance des œuvres que je vous montre. Une grande partie donc provient bien évidemment de la collection Landowski à Boulogne-Billancourt, donc c'est notamment le cas de ce dessin, Les danseurs de 1918. Mais si je vous le montre, c'est parce que je trouve très intéressant la manière, le cadrage en fait qu'a choisi Landowski, légèrement en contrebas, comme ça donne une vue en contrebas, et ça peut évoquer aussi certains dessins de Manet. Donc on voit une partie de la fosse en bas et les corps en mouvement au-dessus avec la projection des ombres. Enfin, je trouve ce dessin vraiment très très beau. Donc voilà, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, dès sa formation, lorsqu'il avait été chargé par le professeur Farabeuf de réaliser les planches de dissection, il va vraiment acquérir un goût certain pour le corps. Alors, autre exemple aussi très intéressant, le pugiliste. Alors là, on voit, il va mêler une référence assez implicite à l'Antiquité, mais aussi la représentation d'un champion moderne, parce que qui représente-t-il ici, dans cette sculpture de 1920 ? Georges Carpentier, champion du monde de boxe, catégorie des mi-lourds, en 1920. Landowski, en fait, avait fait sa connaissance en 1912 et lui-même pratiquait la boxe. C'était vraiment quelque chose qu'il connaissait assez bien. Il est resté en contact avec Carpentier. Donc, il a décidé de faire cette sculpture qui est longtemps restée à l'état d'ébauche. Il a fait plusieurs modifications tout au long de sa réalisation. Et il l'a exposée au Salon de 1920 et la sculpture a alors été critiquée pour sa nudité. Il aurait alors promis de la vêtir, mais on le voit, la promesse n'a manifestement pas été tenue. Et en fait, il souhaitait réaliser un ensemble d'œuvres sur le thème de la boxe. Il avait projeté de réaliser 4 sculptures, dont un boxeur mettant ses bandelettes et un combat, ces 2 œuvres n'ayant pas été réalisées, et une autre qui, elle, a été réalisée, donc le boxeur tombé, que je vous mets juste à côté, de 1921. Donc, en plus de ces sculptures, Landowski a également réalisé de nombreux dessins qui sont également très intéressants. Il y a toute une collection sur le thème de la boxe. Et ces dessins aussi, je ne vous les montre pas, mais ça me semble intéressant à garder en mémoire parce que ce sont aussi des témoignages de la joie de vivre des années 20 et aussi de la popularité naissante des événements sportifs d'alors. Alors, je vous ai donc parlé du groupe des Fils de Caïn qui me permettent d'introduire une des thématiques assez intéressantes qui va traverser son œuvre, celle de la question de la place de l'art dans la société. Alors, en illustration de cette thématique, donc de la place de l'art dans la société, je vous montre à la mémoire des artistes dont le nom s'est perdu, dont le titre est également Les Gardiens du Feu éternel, qui est en fait une commande pour la décoration du Panthéon, car l'État fait appel à Landowski dès 1909, donc pour réaliser la décoration du Panthéon. Alors malheureusement, aujourd'hui j'avais voulu aller voir l'œuvre, elle est assez monumentale, elle fait quand même 3,40 m de haut, elle est située dans le pan nord du transept, mais elle n'est pas visible, malheureusement en fait, parce qu'il y avait une exposition et on m'a expliqué qu'elle ne le serait pas, même une fois le démontage de l'exposition. Alors donc ce groupe sculpté a été installé en 1914 dans le Panthéon, et 20 ans après, il a été proposé à la ville de Lyon, assez curieusement. Et en fait, le maire de Lyon a décliné la proposition parce qu'il n'avait pas trouvé d'emplacement adéquat et aussi en raison des frais de transport. Donc le groupe sculpté est resté dans le Panthéon, ce qui, à mon sens, c'est quand même plus cohérent pour la cohérence du lieu. Alors, ce qui est intéressant aussi avec cette œuvre, à la mémoire des artistes dont le nom s'est perdu,
c'est l'articulation qui va être récurrente. Je vais vraiment insister là-dessus, car je trouve que c'est une des clés de lecture de l'œuvre de Landowski, l'articulation entre la ronde-bosse et les bas-reliefs. Donc vous voyez les deux personnages en ronde-bosse pour le registre inférieur, et les bas-reliefs qui représentent en fait le travail artistique. Et très souvent, vraiment, enfin pratiquement tout le temps, dans l'œuvre de Landowski, on a cette articulation donc de deux conceptions artistiques avec une place récurrente accordée aux bas-reliefs. Pour le plaisir, je vous montre également le fronton de la manufacture des Gobelins, que vous connaissez peut-être, donc le triomphe de l'art, c'est le fronton de la coupole, et qui lui aussi porte donc sur la question de la place de l'art dans la société. Donc je vous ai fait un gros plan, parce qu'on ne le voit pas forcément très bien quand on est de la rue. Alors on commence à le sentir ici. Landowski a très tôt été, a très tôt eu les honneurs de l'État. Il a eu de nombreuses commandes, donc très jeune. Et plusieurs de ces commandes ont pu prendre place dans un contexte d'aménagement urbain, à travers la création de squares, de places, de portes de Paris. Alors, je vous en montre quelques-unes de ces réalisations, ce qui va vous permettre de voir qu'il a vraiment créé des œuvres dans absolument tout Paris. Tout d'abord, la statue équestre d'Édouard VII, donc 1913, donc c'est quand même une œuvre réalisée assez tôt. Donc elle prend place dans un contexte d'aménagement urbain. Il s'agissait de reconstruire un îlot au début des années 10, en 1911-1912, et je vous mets justement une photographie qui montre l'inauguration de la statue. Alors ce qui est intéressant dans cette statue, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs de ses œuvres, c'est qu'elle a été déboulonnée durant la Deuxième Guerre, dans le cadre d'une campagne anti-britannique, puis remise en place. Alors, c'est un point aussi sur lequel j'insisterai à de nombreuses reprises, c'est que les monuments de Landowski, qu'on a tendance un peu, parfois même à ne pas voir dans l'espace public, ont pu être porteurs d'une charge critique assez lourde, et la fortune de certains d'entre eux n'a pas toujours été aisée. Donc, ça a été le cas de celle-ci. Les sources de la Seine, donc œuvre des années 30, place de la Porte de Saint-Cloud. Là aussi, l'œuvre prend place dans le cadre d'un concours d'aménagement, celui de la Porte de Saint-Cloud, qui avait été lancé en 1929 et remporté par les architectes Billard et Pommier. Alors très souvent, les œuvres de Landowski ont été réalisées en collaboration avec des architectes, avec lesquels d'ailleurs la collaboration n'était pas toujours évidente. Mais bon, là, ça s'est plutôt bien passé. Là, à nouveau, je vous ai mis des détails sur les bas-reliefs. Donc c'est quelque chose, comme je vous ai dit, qu'on retrouve très fréquemment et qui signe le goût de Landowski pour la narration. Alors ici, il y a des bas-reliefs sur les thèmes de la comédie ou de la nature. Alors, il est intéressant aussi de signaler que pour cette réalisation, Landowski avait d'abord projeté la création de 2 fûts lumineux en verre sculptés, sur lesquels l'eau devait ruisseler, donc quelque chose de très différent de ce qui a été réalisé. Mais en fait, c'est pour des raisons techniques et aussi financières que ça a été réalisé en pierre. Mais bon, on peut un peu regretter que le projet premier n'ait pas été réalisé. Alors, grande commande réalisée dans le cadre d'aménagement urbain, je pense que tout le monde la connaît, en tout cas c'est bon, vous la connaissez, Sainte-Geneviève, 1928. Alors, tout d'abord, elle a été réalisée dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain remporté par les frères Guidetti, et il s'agissait de reconstruire le pont de la Tournelle avec 2 contraintes. Il fallait que la reconstruction se fasse de manière dissymétrique et que la pile de la rive gauche soit surmontée d'une statue de la patronne de Paris, donc Sainte-Geneviève, placée sur son socle. Alors donc là, vous avez la patronne de Paris et l'enfant qui symbolise Paris. Alors là, je vais donc, comme je vous l'ai dit, je vais prendre l'exemple du journal de Landowski qui est assez savoureux concernant cette œuvre, qui permet de comprendre en fait à quel point ça a été difficile pour lui. Il écrit : Sainte-Geneviève regarde l'arrivée de la Seine. Ce n'est pas heureux. Elle devrait regarder Paris. De plus, l'éclairage ainsi ne sera pas favorable. La statue sera orientée à l'est. Elle ne sera bien éclairée que le matin. Tout le reste de la journée, elle sera à contre-jour.
Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que là, Landowski critique l'emplacement choisi, mais aussi en fonction de cette donnée qu'il va très souvent prendre en considération, celle de l'éclairage. Et c'est quelque chose qui est très important pour lui. Donc quand il fait la critique des monuments qu'on lui commande, c'est vraiment une donnée fondamentale, celle de l'éclairage. Alors là, c'était une citation du journal de 1927, mais en 1943, donc bien plus tard, une fois que la statue était bien installée, il continue d'écrire « La beauté de ce chevet de Notre-Dame, et combien je me désole quand, en me retournant, j'aperçois cet affreux pilier de ma pauvre Sainte-Geneviève. » Alors, en fait, les débats ont été très importants durant la construction de la statue, à tel point que l'inauguration a été annulée. Et pourtant, vous le savez peut-être, la statue de Sainte-Geneviève a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991. Donc, elle ne plaisait pas à son auteur, mais elle a été largement reconnue. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, Landowski a également eu de nombreuses commandes de monuments aux morts, plus d'une trentaine. Donc c'est vraiment quelque chose de très récurrent dans son œuvre. Et la majorité, enfin une grosse partie d'entre eux, ont été réalisés au lendemain de la Première Guerre, évidemment. Enfin, c'est quelque chose d'assez évident. C'est-à-dire que c'est au lendemain de cette grande boucherie qu'il y a eu ce besoin de commémorer les morts. Alors je vais vous mettre plusieurs exemples. Alors, il a pu réaliser des monuments dédiés à des individus. Alors un donc antérieur à la guerre, celui de Francis Thomé, qui est compositeur, donc situé au cimetière Montmartre. Donc, vous voyez, c'est une œuvre plutôt de jeunesse, en 1910. Le tombeau de Louise Darac au Père-Lachaise, qui là est une commande du mari de Louise Darac, le mari étant un fabricant d'automobiles. Et Landowski, ici, vous le voyez, associe l'image du gisant et de différents registres sculptés qui représentent la forge, la maternité, une pietà, l'éducation. Dans son journal, il écrit « Avec l'évocation des choses de notre temps, de la vie d'une grande bourgeoise de notre époque, je compose un tombeau suivant les principes des grands tombeaux adossés des églises romanes. » Autre exemple, le monument dédié au docteur Fernand Vidal à l'hôpital Cochin. Alors le monument à l'origine était surmonté d'un buste qui aujourd'hui a disparu. Et là je vais aussi citer le journal. Alors je vous ai mis un gros plan sur justement un des bas-reliefs qui montre la volonté narrative très forte qu'on retrouve tout au long de l'œuvre de Landowski. Et donc dans son journal il écrit « Ce fronton dépasse le sujet, il conviendrait mieux comme couronnement d'une grande école de médecine que pour un modeste monument individuel. » Donc à travers cette citation, on voit que ces commandes, en fait, il ne les prenait pas du tout à la légère. Pour lui, c'était vraiment quelque chose de très pensé et il envisageait très souvent des choses beaucoup plus grandioses pour ses commandes. Alors, il a aussi évidemment réalisé des monuments aux morts non plus dédiés à une seule personne mais à des groupes. Alors je vous montre un monument, donc l'inspection générale des finances à ces morts de la Grande Guerre. Pourquoi je vous le montre? Parce qu'il n'est pas accessible au public, donc ça permet d'y jeter un œil. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'à l'origine, les commanditaires voulaient un tout petit monument qu'on pourrait placer sur une cheminée. Donc c'est vraiment, là il a complètement dépassé le cadre demandé. À l'origine également, l'œuvre originale donc était composée de la sculpture en ronde bosse et d'un bas-relief, aujourd'hui disparu. Pourquoi? Parce qu'il a été retiré pour pouvoir agrandir la liste de noms des morts, puisque tout d'abord il y a eu les morts de la Grande Guerre et ensuite la liste a été agrandie avec les morts de la Seconde Guerre mondiale et ceux de la guerre d'Algérie. Dans son journal, Landowski, donc à propos du monument du ministère des Finances, écrit « C'est une bonne petite chose inoffensive, cela joue exactement le rôle qu'il fallait, ces messieurs sont contents. » Vous voyez, il n'est pas toujours très tendre, il est assez critique, mais même très critique envers ses propres réalisations. Alors je vous ai aussi mis le monument de l'Hôtel Dieu, mais je vais peut-être passer parce qu'après ça devient un peu redondant, et puis on retrouve toujours un peu les mêmes problématiques de son œuvre. Alors, un monument très intéressant, celui de l'École normale supérieure, à nos morts. Il s'agissait en fait à l'origine d'une commande du directeur de l'École normale supérieure pour un monument des élèves de l'ENS tués pendant la guerre. Alors, un gisant avait été initialement prévu et a été remplacé donc par le jeune homme couché brandissant un drapeau. Et là, je vais longuement citer le journal de Landowski
en ce qu'il nous permet de réfléchir justement à la manière dont il envisage son monument. Un grand bas-relief couronnera le tout, qui tâchera de dresser une conclusion comme une raison d'être à tant de sacrifices. Donc le journal a été daté de 1919. Ce monument ne peut pas évoquer seulement l'horreur de leur vie de soldats. Lorsqu'un sculpteur gothique sculptait un tympan de la porte d'une cathédrale ou de la plus modeste église de la vie de la Vierge ou du martyr à qui l'église était consacrée, après les scènes où il racontait en zone superposée ou accolée la vie du saint et son supplice, il savait ce que serait le couronnement. Ce serait un véritable couronnement, soit le couronnement de la Vierge, reçu au ciel par son Fils divin, soit l'accueil au paradis du martyr. Le sculpteur croyait à cette scène qu'il sculptait et tous ceux qui entraient dans l'église passaient sous cette porte, s'inclinaient devant en y croyant. Par quoi remplacer cela aujourd'hui où personne n'est vraiment croyant? Ce qu'il faudrait trouver, c'est un haut relief évoquant la paix. Alors, en effet, là, ce qui est intéressant, c'est que Landowski se demande qu'est-ce qu'un monument aujourd'hui peut dire, aujourd'hui donc en des temps déchristianisés. Et donc, ce qu'il veut promouvoir, c'est, comme je vous l'ai dit en début de la conférence, c'est une idée générale. Donc, c'est l'idée de la paix ici. Alors, autre point intéressant à propos de ce monument, c'est qu'il a été, en fait, le bras du jeune homme couché a été plusieurs fois cassé, volé, remplacé, et le monument dans son ensemble a été vandalisé durant mai 68. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, on va le retrouver donc dans plusieurs de ces monuments. Là, à nouveau, c'est pas du tout un monument inerte, mais il a pu être porteur de certaines passions qui ont pu contribuer à ce qu'il soit vandalisé. Alors, lui, je passe très rapidement. Je vous l'avais mis parce que je trouvais la forme un peu originale, donc celle de l'obélisque tronqué. Donc, c'est un monument de la mairie du 16e arrondissement. Autre exemple assez intéressant, donc le retour éternel ou la nature, situé au Père-Lachaise. Donc vous le voyez, c'est un monument très tardif, 1954-1956. Et là, on peut faire un parallèle avec le monument que je vous ai montré précédemment, celui à nos morts de l'École normale supérieure, puisque là, Landowski cherche à traduire l'idée de la mort hors de toute connotation religieuse. Donc là aussi, il cherche à atteindre un certain idéal théorique à travers donc, son monument. Alors, il est aussi intéressant de noter qu'à la mort de Landowski, le sculpteur Lagrifoul avait été... on avait demandé au sculpteur Lagrifoul de réaliser une réplique de ce monument pour la placer sur la tombe de Landowski au cimetière de Boulogne-Billancourt. Donc, on peut considérer en fait le retour éternel ou la nature comme une sorte d'œuvre testamentaire de Landowski. Alors, autre monument aux morts, je pense que vous le connaissez aussi, les fantômes. Est-ce que certains d'entre vous le connaissent ou non? Ah oui, forcément. Donc, les fantômes situés sur la butte de Chalmont. Alors, je vais le présenter. Je vous ai mis des vues qui permettent de l'approcher tout doucement avant d'arriver sur le monument en lui-même. Alors, donc je vous ai mis la période de gestation, donc de 1919 jusqu'à 1935. Alors, c'est un monument qui a donné lieu à de multiples réflexions, parce que pendant plusieurs années, différentes iconographies et lieux ont été pensés. On avait même pensé à mettre le monument sur le Mont Valérien. Et c'est donc à partir du milieu des années 20 qu'on a décidé de choisir l'endroit précis où se joua le sort de la seconde bataille de la Marne en 1918 pour implanter le monument. Donc en l'occurrence la butte de Chalmont, à Oulchy-le-Château dans l'Aisne. Alors vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il s'agissait là, c'est pour ça que je vous ai mis des vues d'ensemble, d'accorder vraiment le monument au paysage. Il y avait cette contrainte forte que le monument puisse vraiment trouver sa place, trouver son ampleur dans le paysage. Alors, en contrebas, donc comment l'œuvre se compose? En fait, elle se compose en plusieurs éléments. En contrebas, vous avez une figure de la France que je vous ai mis dans le coin gauche, bas, gauche. Une figure de la France qui se protège d'un bouclier, le regard tourné vers la plaine. Ensuite, il y a plusieurs paliers qui doivent être gravis pour pouvoir accéder au groupe de soldats, chacun de ces paliers représentant en fait la durée du conflit. Et enfin, les soldats
Alors donc je vous ai mis là un détail de la figure de la France avec le bouclier et les soldats, donc haut de 8 mètres, donc c'est quelque chose de très très monumental. Ces soldats, chacun incarnant une arme. Donc vous avez une jeune recrue, un sapeur, un grenadier, un colonial, un mitrailleur, un fantassin, un aviateur et une 8e statue, vous la devinez au centre, qui est celle du jeune martyr. Alors je vous ai mis une vue de profil du monument. Pourquoi ? Parce que ça permet de voir qu'ils apparaissent légèrement obliques. Et Landowski l'explique dans son journal lorsqu'il écrit que le monument devait, je cite, « défoncer la colline d'où jailliraient les morts dressés ». Alors c'était un projet véritablement très important pour Landowski qui avait participé à la Première Guerre. Alors autre point qui me semble très intéressant dans ce monument, alors je vous montre une vue d'ensemble parce que je trouve que c'est aussi, l'ampleur du monument dans le paysage qui est aussi très intéressant parce qu'il permet vraiment il prend vraiment son ampleur. Alors, donc un autre des points importants de ce monument, c'est que Landowski s'était interrogé sur la manière dont il pouvait allier ici tradition et modernité. Alors, comment cela ? À travers la question du costume, qui est assez récurrente dans son œuvre. Il s'est posé cette question à propos de la figure de la France, donc cette jeune femme en contrebas qui se protège du bouclier, et il avait d'abord envisagé de l'habiller d'un costume moderne, en se demandant toutefois si un tel costume pouvait produire le même sentiment d'éternité qu'un costume antique. Donc après plusieurs hésitations, plusieurs essais, il a opté pour un drapé d'allure antique, tandis que les soldats, eux, portent des costumes modernes. Donc on voit ici ce que visait Landowski, c'est-à-dire une sorte de mélange de l'idéal légendaire, de l'idéal et du moderne. Alors je signale aussi que le monument est classé au titre des monuments historiques dès 1934, donc très tôt. Donc ce qui montre l'importance de ce monument pour le patrimoine français. Alors je profite aussi, là je vous ai mis surtout des monuments situés à Paris, quelques-uns en dehors lorsqu'ils sont vraiment très très importants, mais je souhaitais aussi en profiter pour vous présenter 2 monuments aux morts moins connus et qui sont liés à l'histoire coloniale. Le monument aux morts de Casablanca, aussi titré La Victoire, qui est une commande de l'association casablancaise des vétérans et qui a été conçu en collaboration avec les architectes Prost et Laprade, donc deux grands architectes. Alors, il s'agissait de symboliser l'amitié entre les deux communautés. Donc, vous voyez ici un cavalier français qui va à la rencontre d'un spahi marocain. Le monument a été inauguré en 1924 par le maréchal Lyotet et le pacha de Casablanca. Et là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la fortune de l'œuvre, celle-ci également, a été problématique. Parce qu'en 1961, le consulat général de France à Casablanca, soutenu par une association, a fait démonter le monument, l'a fait rapatrier à Senlis, où il a été inauguré à nouveau en 1965. C'est pour ça qu'il est situé à Senlis, comme je vous l'ai mis sur la diapositive. Alors, autre monument que je trouve absolument incroyable, qui date exactement de la même époque. Le monument aux morts de Casablanca, c'est 1921-1924. Donc le monument aux morts d'Alger, dont l'autre titre est le Pavois. Donc Landowski, il s'agissait d'un concours lancé par la ville d'Alger afin de montrer les étroites relations qui unissaient les populations d'Europe et d'Afrique. Landowski a remporté le concours en 1922 et le monument a été financé, c'est toujours intéressant de le savoir, par souscription publique. Donc là, à nouveau, le monument a nécessité la collaboration entre le sculpteur et 2 architectes, Maurice Gras et Édouard Monestès. Et là, en l'occurrence, la collaboration n'a pas été très facile entre Landowski et les deux architectes. Landowski, à cette époque, travaillait sur les fantômes. Je vous rappelle, les fantômes, c'est 1919-1935, donc c'est vraiment cette pleine période. Et quand on lit son journal, on voit quand même qu'il était bien davantage motivé par son travail sur les fantômes que par le monument d'Alger, mais il en était quand même assez content. Donc, il était assez content de cette figure qui visait à traduire donc l'amitié entre les peuples. Alors, pourquoi est-ce que je trouve ce monument intéressant ? Parce qu'on retrouve toujours les mêmes éléments, les figures avec le bas-relief historié
dans le registre inférieur, parce qu'en fait, après l'indépendance de l'Algérie, le monument, évidemment, posait quelque peu problème. Donc il a été caché sous une chape de béton. Mais en fait, il n'a pas été coulé sous une chape de béton, je tiens quand même à le préciser. C'est qu'en fait, il a été enveloppé par une sorte de charge grillagée pour pouvoir le protéger et être conservé. C'est une sorte de sarcophage, et on lui a mis une grosse chape de béton pour le cacher. En 1978, il a été passé commande d'une œuvre pour pouvoir orner ce sarcophage, et c'est l'artiste Issi Hakem avec de très nombreux collaborateurs qui a remporté la commande et qui a donc conçu cette œuvre où on voit ce motif des deux mains se libérant de leur chaîne. Je ne sais pas si moi je trouve l'impact visuel de cette œuvre est assez incroyable, et cet énorme bloc de béton qui est là, en fait, c'est un véritable sarcophage qui est là pour cacher quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été fait le choix, non pas de déboulonner le monument, c'est ce qu'on aurait pu faire, c'est ce qui a été fait avec le monument de Casablanca, on l'a déboulonné, on l'a rapatrié à Senlis. Là, il est laissé sur place, il n'est pas détruit non plus. D'autres monuments ont été fondus, non, il est laissé sur place, il est mis sous son sarcophage, et ensuite on va orner le sarcophage d'une œuvre. Alors aujourd'hui, juste pour information, donc là, précisément en ce moment, le sarcophage, enfin l'œuvre d'Issi Hakem est très très endommagée. Il y a des trous béants avec des pigeons qui s'introduisent, et en fait il y a pas mal de riverains qui incitent à lancer une restauration de l'ensemble. Alors, on a pu le voir à travers cette thématique des monuments aux morts, c'est qu'ils ont aussi été l'occasion de développer un thème très important dans l'œuvre de Landowski, celle de l'hommage aux grands hommes. Alors, l'exemple le plus emblématique, que je pense vous connaissez également, c'est le tombeau du maréchal Foch, donc, qui date de 1937. Alors, 1937, c'était vraiment la pleine période d'accomplissement et de reconnaissance de Landowski. En effet, dans les années 20 et 30, Landowski a successivement été élu membre de l'Institut, chef d'atelier à l'École des Beaux-Arts, directeur de l'Académie de France à Rome, et en 1937, donc date du tombeau, directeur de l'École des Beaux-Arts. C'est vraiment là la pleine période de sa reconnaissance par ses pairs. Donc il s'agit d'une commande de l'État, destinée à être placée sous le dôme des Invalides, et à propos de laquelle Landowski projetait de faire, je le cite, un arc de triomphe humain, et parlait de mêler le légendaire et le moderne. Donc, vous voyez, on retrouve toujours ce souhait qu'il avait d'allier le légendaire et le moderne, de la même manière que dans le monument Les Fantômes. Donc, alors, vous le voyez ici, il représente donc une foule des poilus portant le gisant du maréchal. Et pareil, à nouveau, sur le registre inférieur, on voit tout un ensemble de bas-reliefs de scènes de guerre. Dans son journal, il écrit « C'est cela que moi j'appelle être moderne. Il n'y a pas d'allégorie, c'est une scène vraie, d'où sa noblesse, son émotion, sa gravité. » Autre exemple donc, d'un monument hommage qui permet de voir un peu la diffusion de l'œuvre de Landowski largement en dehors de nos frontières, donc la statue en marbre du mausolée de Sun Yat-sen à Nankin. Alors Sun Yat-sen était médecin et activiste révolutionnaire et surtout le premier président de la République de Chine. Il est mort en 1925. Donc pareil, il s'agissait d'une commande pour un marbre, alors monumental, je ne vous ai pas mis d'image de l'œuvre finale, mais il s'agit d'un marbre qui fait quand même plus de 4 mètres de haut, presque 5 mètres, vraiment quelque chose d'absolument gigantesque, placé dans le mausolée de Sun Yat-sen près de Nankin. Alors on peut se demander pourquoi c'est Landowski qui a été choisi pour cette commande. Plusieurs artistes, notamment chinois, ont été approchés. Il y a même eu un concours qui a été lancé, absolument sans succès. Ça a duré plusieurs années. À un moment, l'idée de cette commande a même été abandonnée parce que aucun artiste ne répondait au choix du comité. Et c'est en fait un sculpteur qui était allé en France en 1919, qui avait suivi les cours de Landowski aux Beaux-Arts, qui a proposé le nom de Landowski. En 1928, Landowski a été alors officiellement chargé de réaliser la statue de Sun Yat-sen.
mais il lui a été demandé au préalable de se familiariser avec la vie de Sun Yat-sen. Donc il a à lire les écrits de Sun Yat-sen, à consulter des photographies et un film documentaire sur la vie de Sun Yat-sen. Il a également fait poser le fils de Sun Yat-sen dans son atelier pour pouvoir trouver un peu les expressions qu'il pourrait utiliser pour son monument. Alors là, à nouveau, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve certaines des questions qui se sont déjà posées précédemment, notamment celle du choix de la tenue de Sun Yat-sen. Est-ce qu'il fallait l'habiller d'une tenue moderne ou, vous le voyez, c'est ce qui a été choisi, d'une tenue traditionnelle chinoise? À nouveau, là aussi, alors je vous ai mis, parce que vu que je n'avais pas de photo de l'œuvre finale, je vous ai mis un détail du bas-relief, parce qu'en fait, comme pour nombre d'autres de ses œuvres, vous avez donc le personnage et un ensemble de bas-reliefs qui illustrent les différents épisodes de la vie de Sun Yat-sen, et notamment ses activités révolutionnaires, mais aussi donc ses activités de médecin, donc avec notamment la compassion envers les malades. Alors lui, je le passe. Un monument qui me tient à cœur, je vous dirai pourquoi, le monument au maréchal Douglas Haig, à Montreuil-sur-Mer, donc dans le Pas-de-Calais. Alors pourquoi je vous le présente? Parce que là, il s'agit d'un monument, pareil, très problématique. Alors ce monument commémore le rôle du commandant en chef de l'armée britannique, Douglas Haig, dont le quartier général était, durant la Première Guerre mondiale, bien sûr, était installé à Montreuil. Alors là, comme pour la commande de Sun Yat-sen, ce qui est intéressant dans la jeunesse de l'œuvre de Landowski, c'est qu'il s'est basé notamment sur des photographies du maréchal. Alors, comme je vous l'ai dit, la fortune de ce monument a été problématique. Pourquoi? Alors, le monument a été installé, l'œuvre originale a été installée en 1931, mais il a été mis à bas par les soldats allemands en 1940 et envoyé à la fonte. Par chance, un moule avait été conservé, donc un nouveau tirage a pu être réalisé en 1948, financé par les dommages de guerre. Et le monument a ensuite été profané en 1952, suite à la publication des carnets intimes du maréchal. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans ces carnets intimes qu'il était très très critique envers les Français installés à Montreuil, et ça n'a pas du tout plu. Alors pourquoi ce monument me tient à cœur? C'est parce que tout simplement, on vient de l'inscrire au titre des monuments historiques, très récemment, là en 2012, il y a quelques semaines. Alors, dernier exemple sur le thème de l'hommage aux grands hommes, je vous montre un monument que vous connaissez forcément, Montaigne, qui est en fait une commande du docteur Armingaud, qui était le fondateur de la Société des Amis de Montaigne, et qui avait donc demandé l'autorisation d'élever une statue à Montaigne dont il serait le donateur. Alors, il avait été voir Landowski dès 1931 pour pouvoir réaliser cette œuvre, et l'œuvre a été inaugurée en 1934. Alors, donc il est prévu qu'on fasse un tour dans le 5e arrondissement, donc évidemment on ira voir cette œuvre-là, et notamment pour voir le socle de la statue, parce que vous verrez qu'il y a un registre gravé. Alors ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'en fait l'original n'est pas l'œuvre que l'on voit actuellement. L'original est un marbre blanc, donc de 1934, et qui a été plusieurs fois lui aussi vandalisé et cassé, et donc aujourd'hui conservé au dépôt des œuvres d'art à Ivry, et a été remplacé donc en 88 par cet exemplaire en bronze. Donc l'œuvre que nous voyons aujourd'hui, c'est donc un exemplaire en bronze contemporain. Alors cette œuvre me permet de faire le lien avec le thème de l'humanisme que je veux maintenant développer, parce que je trouve que ça donne un éclairage assez intéressant sur l'œuvre de Landowski. Donc ce sera la dernière grande thématique que je vais développer. En fait, dès 1892, donc quand il était encore très jeune, Landowski a rencontré Henri Barbus, l'auteur du Feu, dont il est resté l'ami et avec qui il partageait un humanisme militant. Alors l'humanisme de Landowski devait trouver sa traduction dans un projet vraiment fondamental pour lui, le projet d'un temple à la gloire de l'homme. Alors c'était un projet qu'il avait développé dès ses années à la Villa Médicis, à Rome, donc dès le début du siècle,
Donc le projet d'un temple de l'homme, et c'est en fait Paul Valéry qui avait donné le titre à ce projet. Et c'est seulement en 1925, lors de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, que Landowski a présenté des plans et maquettes. Donc vous voyez, il y a une phase de maturation assez longue, il y a une vingtaine d'années. Alors, en fait, bon, je vous le dis d'emblée, il n'a pas eu de commande pour ce projet, ce qui a été un gros échec pour lui. Donc je n'ai évidemment pas d'œuvre achevée à vous montrer, mais de nombreux dessins qui sont conservés au musée des années 30 de Boulogne et qui permettent de voir le parti architectural nettement néoclassique que Landowski avait choisi. Alors je vous montre donc là la salle principale. Donc évidemment ça date de 1925 parce que c'est ce qu'il avait présenté à l'exposition internationale. La façade principale, le mur du héros. Alors pourquoi en fait? Parce qu'en fait ce temple devait prendre la forme de 4 murs entièrement sculptés de bas-reliefs qui devaient conter l'histoire de l'humanité à travers les figures de Prométhée enchaîné, du Christ crucifié et des héros. Donc on retrouve là toujours ces éléments récurrents dans son œuvre. Alors comme je vous l'ai dit, Landowski n'a pas eu de commande pour ce projet, qui était pourtant celui qui lui tenait le plus à cœur, mais il en a, tout au long de la réalisation, tout au long de la conception de ce projet, il en a tiré plusieurs groupes dont les Fils de Caïn, que je vous ai déjà montré, et aussi les portes du temple, qui ont été repensées pour les portes de la nouvelle faculté de médecine de Paris, qui sont pas très loin d'ici. Et donc je vous en montre quelques clichés, et qui porte sur le thème plus général de la formation du monde vivant et de la conquête de la science. Alors, dernière œuvre sur laquelle je vais m'attarder assez longuement et qui illustre là encore la thématique de l'humanisme, le Christ rédempteur de Rio. Alors, je ne sais pas si vous saviez que c'était Landowski qui l'avait réalisé, parce que c'est une œuvre extrêmement connue, mais on ignore bien souvent que c'est de Landowski. Alors, l'idée d'une sculpture du Christ sur le Corcovado remonte en fait dès le milieu du XIXe siècle. C'était vraiment quelque chose de très ancien. Et en fait, il s'agissait de réaffirmer la confession catholique dans le pays. Alors, vous imaginez un peu un tel projet, donc c'était évidemment porté par la communauté ecclésiastique, qui a soulevé de très nombreuses protestations d'autres communautés, notamment des protestants, qui ont alerté sur la violation du principe de laïcité de l'État, qui ont même lancé une pétition, mais qui n'a reçu aucune réponse. Bon, finalement, donc, vu que le mouvement était quand même bien lancé, le monument a pu être réalisé grâce à une souscription populaire, mais aussi et surtout grâce à une importante contribution du Vatican. Alors, je vous ai mis les dates de réalisation du monument. 24-31, vous le voyez, il est aussi à lire dans le contexte patriotique de la préparation du centenaire de l'indépendance du Brésil, qui a eu lieu en 1922, parce que c'était en fait un moment très important pour le Brésil qui voulait s'affirmer comme un centre culturel majeur. Donc il y avait de très nombreux travaux, justement d'aménagement urbain, de construction de monuments aux responsables de l'indépendance. Tout cela afin de promouvoir l'image d'un pays moderne et progressiste. Alors là encore, évidemment, plusieurs projets ont été déposés, et c'est celui d'un ingénieur et architecte, Heitor da Silva Costa, qui a été retenu. Alors Costa, en fait, s'est heurté à certaines complications techniques, et il s'est rendu en France tout d'abord pour rencontrer Bourdelle. Et d'ailleurs, le musée Bourdelle à Paris possède plusieurs dessins qui datent des années 20, et qui montre que Bourdelle avait commencé tout du moins à réfléchir un petit peu à l'image de ce Christ, mais qu'il envisageait plutôt, les dessins le montrent très nerveux et agité. En fait, c'est l'image d'un Christ, chassant le démon. Bourdelle, en fait, a refusé la collaboration, et Costa s'est tourné vers Landowski. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons là le récit du fils de Costa, qui accompagnait son père durant le voyage en France, et qui raconte: la rencontre avec Bourdelle a été un désastre, tandis qu'avec Paul Landowski, l'entente a été complète. Bourdelle n'a même pas prêté attention, et à la place d'écouter, l'artiste s'est mis à vanter ce qu'il était en train de réaliser. Par contre, avec Landowski, la rencontre a été merveilleuse.
Nous sommes allés dans son atelier, mon père a exposé l'idée, a montré les dessins et Landowski a tout compris tout de suite. C'était un bonheur. Cette compréhension était très nécessaire car, comme mon père l'a bien marqué, le Christ rédempteur est simultanément une œuvre d'ingénierie, d'architecture et de sculpture. Ainsi, il devait y avoir une parfaite harmonie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit là la capacité qu'avait Landowski à comprendre les souhaits et les désirs des commanditaires, ce qui explique sans doute pourquoi il a eu autant de commandes. Aussi, autre point intéressant qu'on peut quand même garder en tête, c'est que Landowski avait déjà des liens avec le Brésil, parce qu'en 1912, il avait réalisé le programme sculptural du palais du gouvernement à Porto Alegre. Donc il était déjà un petit peu connu dans le pays. Alors ce projet du Christ rédempteur était très important pour Landowski, qui comptait en fait sur le prix du concours pour financer son projet du Temple de l'Homme que je vous ai présenté précédemment. Alors là, il est intéressant de voir un peu l'évolution du projet. Quand on regarde les documents d'archives, on voit que Landowski avait d'abord imaginé un arc surplombant un autel décoré de bas-reliefs relatant l'image du Christ. Alors d'une part, on retrouve toujours son goût pour les bas-reliefs historiés et narratifs, mais on voit aussi la grande évolution du projet, qui n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'il avait initialement projeté. Ce qui est intéressant aussi, c'est la posture du Christ, qui évoque à la fois la crucifixion, mais aussi l'accueil. Et alors peut-être certains d'entre vous ont vu l'œuvre, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vue, j'insiste sur la monumentalité. Rien que la tête du Christ fait presque 4 mètres de haut, rien que la tête. Au total, la sculpture fait 30 mètres de haut et pèse plus de 1000 tonnes. La distance entre chaque main est de 28 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est vraiment quelque chose d'absolument monstrueux. Alors comment est-ce que c'était réalisé en fait ? Landowski a en fait réalisé un modèle en plâtre de l'ensemble de la sculpture qu'il a envoyé au Brésil, et c'est ensuite sur place que l'œuvre a été réalisée, donc à partir du modèle en plâtre, en ciment armé. Alors, il a fallu évidemment s'adjoindre la participation d'un ingénieur, Albert Cacco, pour toute la structure interne du monument, parce qu'il fallait quand même s'assurer que l'ensemble tienne. Alors, il a été inauguré en grande pompe, les festivités ont duré toute une semaine, et chose assez amusante, il était prévu que la sculpture soit éclairée et que le déclenchement de l'éclairage s'effectue depuis l'Italie, à partir d'un système de transmission par ondes hertziennes, parce qu'on voit là encore à nouveau l'importance de la sculpture pour la communauté catholique. Donc, oui, voilà. Je vous ai mis une vue un peu plus large qui permet de voir vraiment la monumentalité de l'ensemble. Alors, vous le savez peut-être, le Christ rédempteur est devenu en 2007 l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Alors, ce qui est intéressant avec cet exemple, comme avec certains autres que je vous ai montrés, c'est que Landowski ne s'intéresse pas donc à des thèmes religieux précis, mais à des thèmes universels. À travers le Christ de Rio, c'est le thème du rassemblement qu'il cherche là à promouvoir. Alors, pour conclure, j'aimerais juste attirer votre attention sur certaines des récurrences qu'on retrouve dans son œuvre. Tout d'abord, comme je l'ai dit, que le monument est rarement inerte. Il est souvent porteur de passions, parfois identitaires, ce qui ont pu le conduire à être vandalisé, comme ça a été le cas du monument Maréchal Haig ou encore le monument aux morts de l'ENS. Donc très important aussi pour comprendre l'œuvre de Landowski, son goût pour les bas-reliefs historiés, donc ce goût narratif qui vient là asseoir, qui vient en fait poursuivre le message que transmet le monument. Autre point intéressant, le goût pour une forme somme toute assez académique de l'œuvre de Landowski. C'était pas un avant-gardiste, quoi qu'on en dise. Ce qui nous permet de nous interroger en fait sur sa position par rapport à l'art du passé. Comment est-ce qu'il percevait les artistes du passé ? En fait, c'est un point assez intéressant parce que, à l'époque où il a créé une grosse partie de son œuvre, donc à partir des années 20 jusqu'aux années... le gros de sa production, années 20, années 30, années 40, il y avait quand même des artistes qui s'orientait vers des démarches beaucoup plus avant-gardistes, qui n'était pas du tout son cas. Donc là, il est assez intéressant de voir ce qu'il écrit dans son journal et dans un livre
qu'il a fait paraître en 1943 et qui s'intitule « Peut-on enseigner les beaux-arts ?» Alors, ce qu'on peut remarquer dans ses écrits, c'est qu'il voit le passé comme un modèle. Mais il ne parle pas forcément de l'art antique. C'est vraiment les artistes passés qui peuvent lui permettre d'avoir des références. Il affirme ainsi qu'il faut être éternellement reconnaissant à ceux qui nous ont précédés. Toutefois, j'insiste là-dessus, il s'agit de nuancer. Il dit « on ne fait pas revivre ce qui est mort ». C'est-à-dire qu'il avait un profond respect pour les périodes anciennes, les périodes d'art plus anciennes, mais il ne voulait pas non plus en faire des caricatures. Et en cela, il était très critique envers Bourdelle, précisément, qui l'accusait de caricaturer les chefs-d'œuvre de diverses époques. Et il se moquait de lui en l'imaginant passer son temps dans une bibliothèque de reproduction des œuvres de l'Antiquité. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que Landowski différenciait l'esprit du style du passé. Il disait s'inspirer du premier, donc l'esprit, mais essayer de créer un autre style, un style qui serait propre à son temps. D'ailleurs, il l'écrit lui-même mot pour mot dans son journal, il ne faut pas s'inspirer de leurs œuvres, mais de leur esprit. C'est-à-dire que donc, Landowski aussi cherchait, et je vous l'ai montré à travers plusieurs des exemples de cette conférence, cherchait aussi à être pleinement en lien avec son époque. Je le cite à nouveau. Il déclare « Il faut être personnel, vivre dans son temps, le regarder avec des yeux aussi sincères que les artistes de jadis regardaient la vie autour d'eux. Il recommande de regarder la vie, de noter tout, presque comme un appareil instantané, de meubler sa mémoire de vérité. » Alors, il avait un profond respect pour Manet, justement, car selon lui, il regardait son temps et fut moderne dans la vraie acception du terme. Et en fait, cette modernité de Landowski, cette manière qu'il avait de s'inscrire dans son temps, donc se donne à lire à travers déjà certains de ses choix techniques. Il a largement utilisé le béton, mais aussi à travers certaines des thématiques qu'il a développées. Alors, je vous ai montré justement celle de la boxe, et aussi à travers certains autres des choix de création, comme l'utilisation de la photographie et des agrandissements mécaniques, comme pour Sun Yat-sen et le monument du maréchal Douglas Haig. Donc ça permet d'apporter vraiment un éclairage sur son œuvre, et ça permet aussi de comprendre pourquoi c'était aussi important pour lui de vouloir associer l'intemporel et le moderne, comme on l'a vu donc à travers l'exemple des fantômes et du tombeau du maréchal Foch. Alors pour terminer, juste quelques mots d'ordre biographique. Donc en 1941, Landowski a fait le voyage en Allemagne, comme de nombreux autres artistes, ce qui lui a valu de comparaître devant la commission d'épuration, mais sa culpabilité n'a pas été retenue, et il est mort donc en 1961 à Boulogne-Billancourt.